Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Donc, bonjour Virginie. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui derrière le micro et merci beaucoup de m'accorder de ton temps si précieux entre deux rendez-vous. Merci à toi. Je suis donc aujourd'hui Virginie, je suis consultante en lactation et non conseillère. Tu m'as reprise tout à l'heure. C'est consultante en lactation et on peut même rajouter IBCLC, j'y tiens. Ouais, IBCLC, du coup je voulais que tu nous parles de ça. Donc déjà, c'est quoi une consultante en lactation? Dans quel cas on vient vous consulter? Et puis dans quel type d'accompagnement vous proposez? Et comment on retrouve aussi les consultantes en lactation? Alors du coup, je suis consultante en lactation IBCLC. Alors bien sûr, on peut dire conseillère, il y a plusieurs mots. Le mot conseillère, le mot consultante en lactation n'est pas un mot qui est certifié en fait. On peut l'utiliser facilement. Par contre, voilà, quand je dis pour rigoler que je tiens à mon IBCLC derrière, c'est que là, par contre, c'est certifié. Tout le monde ne peut pas employer ce mot-là. C'est un diplôme, enfin, c'est un examen international qui est délivré par IBLCE et qui nous demande de repasser notre examen tous les 5 ans. Ah, super. Donc, Voilà. il y a une mise à jour aussi de vos connaissances. Voilà, d'où ce mot certifié qui nous demande en effet de recertifier. Donc les premières 5 ans, c'est par points. On doit faire des formations dans certains domaines, on acquiert des points et on recertifie au bout de 5 ans. Et au bout de 10 ans, nous repassons notre examen sur table, comme au début. Voilà. Et donc, c'est international. Il y a des postes de représentés dans différents pays. Et donc, on est toutes normalement à jour de cette certification. À jour, donc c'est une certification internationale. Enfin voilà, tous les pays sont représentés et apportent les informations sur l'allaitement. Alors oui, ce qui est important, ce qui nous amène à préciser ce point aujourd'hui, c'est que finalement, vu que consultante en lactation, c'est pas quelque chose de déposé, n'importe qui ou en ayant des petites bases en lactation peut se dire consultante en lactation, c'est bien ça? C'est ça. Et du coup, en tant que maman, futur parent, ça peut être vraiment, on peut se retrouver avec des conseils pas forcément appropriés et pas forcément, en tout cas, ou pas toujours à jour aussi, parce que votre formation et le fait de repasser l'examen, ça atteste pour le parent qui vient vous voir d'une remise à jour. Après tout, bien sûr qu'il y a plein de personnes qui se disent consultants ou conseillères et qui sont très à jour de leur formation et qui n'ont pas je pense donc aux associations et à d'autres personnes qui peuvent recevoir les mamans, Mais voilà, en tout cas, moi, j'explique ma certification et mon IBCLC. Ouais, ok. Et pour les parents donc qui souhaiteraient retrouver une consultante en lactation, comme tu me le précisais tout à l'heure, juste avant qu'on lance l'enregistrement, on peut aller sur l'association française des consultantes en lactation. Voilà, c'est ça, l'Association française des consultantes en lactation. Ils ont mis au point un annuaire avec les personnes certifiées. Et puis après, on peut retrouver aussi toutes les personnes, mais là, dans l'international, sur le site justement d'IBCLC. Mais là, ce sera international, donc c'est des fois
moins facile de retrouver les personnes. Ok. Et moi, je voulais que tu nous parles vraiment aujourd'hui de ce qu'est une consultante en lactation et de l'importance, moi, comme je te le disais hors antenne, c'était vraiment le côté dans ce projet Mama Librée de donner toutes les clés aux futurs parents et aux mamans dans leur choix, d'ailleurs, d'allaitement ou pas. Mais quand elles font le choix d'allaitement, d'avoir avec elles tous les outils, tout ce dont elles pourraient avoir comme ressources. Et moi, j'ai trouvé dans mon parcours personnel et dans les femmes qui m'ont entourée d'ailleurs, comme ma sœur, que d'avoir une consultante en lactation, le numéro d'une consultante en lactation enregistré dans son téléphone, et quand on a rencontré au préalable, au mieux d'ailleurs, c'est vraiment précieux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu travailles ? Et puis, pour toi, à quel moment, idéalement, une maman, elle doit te consulter et comment ça se passe ? Donc, le consultant en lactation va pouvoir accompagner les mamans qui ont envie de préparer leur allaitement, donc pendant leur grossesse. Donc, c'est assez intéressant de le faire à ce moment-là. D'ailleurs, je trouvais que je faisais moins de consultations en prénatal qu'après, et c'est dommage parce que ça pourrait être intéressant pour les mamans d'avoir les petites pistes, les premières choses qu'elles doivent connaître pour pouvoir surveiller peut-être des petites choses. Des fois, à la maternité, le personnel peut être un peu débordé. On se retrouve aussi en tant que maman dans une situation qui est quand même fragile, on va dire, au niveau émotionnel, au niveau hormonal. Donc, des fois, d'avoir des petites pistes en amont, ça peut vraiment être intéressant. Et puis après, la consultante en lactation, alors je dis là, il y a des hommes quand même qui sont consultants en lactation, mais il y a beaucoup de femmes, va pouvoir aider les mamans, répondre à toutes leurs questions, et puis surtout essayer de régler les petites problématiques ou les grosses problématiques qu'elles peuvent avoir. On peut être amené à donc aider les mamans dans une grande partie des problèmes d'allaitement qu'elles peuvent rencontrer. Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, dans une consultation, on va dire en préparation, donc on est enceinte, pour quels seraient qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une future maman pour qu'elle soit en alerte, en fait, pour être sûre qu'elle prépare bien son allaitement? Alors déjà, il y a plein de choses, et puis ça peut être très personnel aussi, parce que préparer son allaitement, on va pouvoir le faire avec sa sage-femme, peut-être avec les associations de soutien à l'allaitement. On en parlera plus tard parce que c'est important. Quand les mamans viennent me voir au cabinet, je vais vraiment personnaliser la demande. Donc quand je les vois pour un deuxième enfant, un troisième enfant, on peut revenir un petit peu sur les problématiques qu'elles ont eues sur le premier ou les anciens allaitements. Et puis sinon, de rester sur quand même les bases de comment se passe la naissance, le pot à pot, l'intérêt du pot à pot, tout ce qui peut être vraiment important par rapport à ça, expliquer les premiers signes du bébé, les envies de téter, les signes d'éveil ou pré-éveil, et puis surtout, ce qu'on entend quand même beaucoup, c'est souvent lié à la douleur. Moi, je reste vraiment sur cette information, je veux vraiment que la maman ait cette information-là. Normalement, l'allaitement, si le bébé est bien positionné, il ne devrait pas avoir de douleur, et très souvent, on peut avoir comme information, c'est normal, au début, il faut vous accrocher, il faut prendre sur vous, il faut que le sein se tanne, enfin bref, je pourrais en dire tout plein, il y a plein de trucs. J'ai jamais entendu cette histoire du sang qui se tannait, c'est intéressant. Ou pas, efface-le. Mais voilà, donc à la base, si tout est bien, tout roule, on ne devrait pas avoir ces douleurs-là. Il se peut qu'il y ait des douleurs, parce qu'au niveau hormonal, au moment de la montée de lait, on a quand même un petit moment où ça peut être, moi j'aime bien dire sensible, gênant, surprenant. Peut-être qu'il y a des mamans qui peuvent être aussi déçues de la façon dont ça se passe. On se dit, tiens, je suis quand même surprise que le bébé il doit pas prendre que le mamelon, il doit prendre toute l'aréole et il doit l'emmener dans sa bouche assez loin, donc ça peut surprendre. Mais quand même, quand il y a une douleur, c'est que souvent il y a quelque chose qui est pas tout à fait adapté, et d'avoir l'information, faut attendre quelques temps, on peut perdre des jours précieux. C'est intéressant. Moi, je me souviens parce que je t'avais rencontré pour ma fille,
Et tu m'avais montré, t'avais en tricot là des petits mamelons. Et pour moi, ça avait été hyper intéressant d'expliquer justement cette prise du sein et comment ça fonctionnait, d'ailleurs dans les différentes positions, d'alterner les positions. Et ça doit faire partie des préparations. Mais ça, si on t'a pas montré avant, c'est ton premier bébé, on t'a pas montré avant, déjà t'es pas super à l'aise avec un petit nourrisson dans les bras les premiers jours et que tu sais pas les différentes positions et comment être toi aussi, hyper important je trouve. Voilà, le confort, merci Anaïs. Installé confortablement. Ça fait vraiment partie des choses. Le bébé après il peut se mettre quelque part un peu à 360 autour du sein si sa maman est confortable et que ça peut bien mieux se passer. Et voilà, une deuxième, tu as fait l'enchaînement nickel, la transition. Et voilà une des autres notions que je veux que les mamans aient comme information. Leur confort doit être intéressant. Et oui, de leur montrer, selon leur morphologie aussi, ça peut être intéressant. Et oui, comme tu disais, une maman, quand elle a un bébé, elle sait pas trop comment le prendre. Il faut qu'elle fasse connaissance avec son bébé. Des fois, elle est même surprise, enfin voilà, d'avoir ce petit être qui est complètement dépendante d'elle et d'avoir à le placer au sein. Bah, si on est confort, le confort, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, pour l'allaitement, c'est important. C'est super, c'est primordial. C'est grâce à ça que justement, il y a une bonne lactation qui va s'opérer et que le lait va pouvoir être éjecté voilà, sans problème. Et dans le matériel, voilà, moi je sais qu'avoir son coussin d'allaitement, prendre le temps aussi. Moi je me souviens, en tout cas pour mon premier, il se réveille vite, il faut que je le mette au sein et puis je fais un peu ça n'importe comment. Non, en fait il pleure un petit peu, il est pas content. Et la priorité c'est quand même moi en tant que maman, je prends le temps, je m'installe, je prends mon coussin d'allaitement, mes coussins, je vais chercher mon verre d'eau, super important je trouve. Oui, tout à fait. Qu'on oublie tout le temps. Alors, parce que quand on allaite, on a hyper soif et puis le lait il est essentiellement fait d'eau. Et donc voilà, je m'installe, je fais un peu mon petit nid, je trouve qu'il y a cet espace qui se crée un peu chez soi aussi à un moment donné de son espace d'allaitement qui peut être à plein d'endroits et puis varié, mais où on est bien et tout, on est installé et puis après on est disposé vraiment à... Alors toutes les mamans n'ont pas toujours soif en allaitant, c'est propre à chacune. C'est intéressant, alors là voilà. Je me souviens de ça, ça m'avait marqué. Des fois il y a des mamans qui j'ai pas soif quand j'allaite, faut pas qu'elles pensent que c'est pas normal, non, mais voilà, et d'autres mamans ou à qui en effet c'est un très bon conseil d'avoir sa bouteille d'eau, son verre d'eau qui est prêt. Et voilà, moi je vais aussi accompagner les mamans en leur expliquant que quand c'est possible, ne pas attendre, comme tu as dit, que le bébé soit déjà en train de pleurer, soit déjà très agité avant de le mettre au sein. Souvent ça se passe mieux. Alors bien sûr sur le nombre de tétés, le nombre de tétés d'un bébé allaité, c'est 8 à 12. Non, ça c'est important aussi. Voilà des informations que les mamans doivent avoir. Moi je m'attendais pas du tout à ça. Et beaucoup de mamans, peut-être que de préparer, vont se rendre compte que finalement, c'est pas leur truc non plus. Enfin, ça, on pourrait très bien être là-dedans aussi, et que ça va revenir fréquemment, et que ça va pas revenir toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Un bébé, il peut téter 2 fois dans la même heure, puis après faire une plus grosse pause parce que il a bien tété, il a besoin de développer quelque chose dans son corps, et puis retéter 2 fois de suite, c'est pas pile poil toutes les 3 heures comme on peut avoir comme information des fois. Sûr. Donc voilà, faut pouvoir s'organiser. Mais oui, voilà, moi je vais aussi expliquer aux mamans d'essayer le plus possible quand elles peuvent de trouver même les signes de pré-éveil pour justement avoir le temps de s'installer et de pas attendre que le bébé pleure. Encore une fois, quand on peut, parce que des fois, on a des bébés, ils ouvrent les yeux, ils pleurent tout de suite. Voilà, c'est... Ouais, ça, c'est un super conseil d'observer les signes de préveil pour nous aussi. Parfois, d'être une jeune maman, il y a un côté un peu stressant. Enfin, d'un coup, on ne sait pas trop comment faire et tout. Donc, d'observer, d'apprendre. Et puis aussi, dans tout ce qu'on dit là, de se laisser vivre l'expérience de l'allaitement ou pas. Parce que c'est difficile de savoir. En tout cas, moi, pour mon fils... voilà, en tant que naturopathe, je me disais, bien sûr, j'ai toute cette connaissance sur l'importance de l'allaitement, mais je savais pas si vraiment j'allais l'allaiter, si j'allais apprécier. Ça allait te plaire. Ça allait se laisser cette porte, en fait, d'expérimenter, et que c'est ok, en fait, faire la tétée de bienvenue. Moi, je me souviens vraiment m'être dit, je fais déjà la tétée de bienvenue. Et puis après, de me dire,
bon bah il tète depuis 3 jours, bah allez, ça se passe bien, allez, encore 3 jours, et puis arriver à 3 semaines, et puis arriver à 3 mois, à 6 mois, et puis à 3 ans, quoi. Moi j'ai fini à 3 ans d'allaitement, mais jamais j'aurais cru ça. Et juste qu'il n'y a pas de concours vis-à-vis de ça, et que c'est juste vivre, et que si au bout de 3 jours, c'est déjà génial d'avoir fait 3 jours, c'est déjà génial d'avoir fait même 1 jour la tétée de bienvenue, c'est juste magnifique. Et juste qu'on est tellement toutes différentes et dans des moments de vie différents. Je suppose aussi que si j'accueillais un bébé aujourd'hui, un 3e enfant, je vivrais encore un allaitement différent. Donc, Hier, j'ai rencontré une maman qui a allaité son premier enfant pendant 2 ans et qui m'a dit « je ne pense pas allaiter le 2e ». Voilà, ouais. Chacune voit les choses comme elle le ressentent, et puis il faut éviter de se mettre la pression quand on y arrive. Et puis je suis souvent, quand je raconte à l'extérieur de mes patientes et du monde de l'allaitement, quand je dis quel métier je fais, consultante en lactation, souvent ça interpelle, surtout chez des personnes, des gens plus âgés par exemple, et puis d'entendre des femmes qui vont me dire « ah ben moi j'ai pas allaité, mais qu'est-ce qu'on m'a mis la pression, comme quoi allaiter c'était bien, allaiter ceci, allaiter cela », et puis à côté de ça d'autres mamans qui vont dire « bah moi j'ai allaité, mais dès que j'ai passé les 4 mois on me regardait de travers », et je trouve que c'est un peu... on laisse pas les mamans prendre leurs décisions, faire leurs choix, et que chacune finalement se retrouve pas tout le temps dans cette... d'être libre. D'être en fait. Libre, voilà. C'est toujours ça, la valeur qu'on doit pas perdre en tant que maman et en tant que femme, c'est de garder notre liberté. Et ce que tu dis, moi j'ai été concernée vraiment pour mon fils. Alors ma 2e moins, parce que mon entourage était un peu plus habitué. Mais pour mon fils, dans mon entourage très proche, on m'a dit que ça devenait gênant que j'allaite encore mon fils passer les 6-7 mois, ouais. Donc, vraiment... Ça nous permet de peut-être redonner les recommandations de l'OMS, du coup. Ouais, c'est une bonne introduction. C'est pas mal. Voilà, l'OMS aujourd'hui, qui est donc l'Organisation mondiale de la santé, propose et donc dit que l'allaitement, c'est intéressant de le faire jusqu'à 6 mois en exclusif. Alors de plus en plus, on intègre des fois d'autres choses avant, selon les allergies familiales, mais en tout cas, jusqu'à 6 mois, l'allaitement maternel suffit au bébé pour bien grandir, bien se nourrir en exclusif. Et puis après, c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant, mais c'est pas on arrête à 2 ans, c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant. L'enfant ne pourrait ne pas avoir besoin d'un autre lait, d'un autre mammifère. Voilà, et que celui de sa maman convient. Et après, le sevrage se fait naturellement à partir de 2 ans, mais on peut allaiter plus. Et il y a toujours des bienfaits quand on allaite un enfant de plus de 2 ans. Bien sûr, c'est intéressant ce que tu dis. Tu parlais de l'introduction alimentaire. En effet, aujourd'hui, il y a un peu, et moi je l'ai entendu dans des femmes que j'accompagne et qui allaitent, et qui s'était mis un peu la pression, genre il va bientôt avoir 4 mois et il faut vite que j'introduise. Et en fait, j'avais été surprise de ça. C'est ce qui m'avait amenée à regarder de nouveau l'OMS, qui disait en fait jusqu'à 6 mois, si on veut allaiter exclusivement, le bébé il n'a pas besoin d'autre chose. Après, on parle d'introduction, de diversification plus vers 6 mois. Oui, parce que c'est surtout au niveau du fer, le lait maternel, le bébé a un besoin en fer à partir de 6 mois qui est augmenté, donc on introduit d'autres choses à partir de ce moment-là pour pouvoir combler, mais on y va en douceur, et l'allaitement, enfin le lait reste l'aliment quand même principal jusqu'au 1 an de l'enfant, donc c'est encore important. Et toi, dans les femmes que tu accompagnes, donc on disait, voilà, la préparation, donc mesdames, on vous invite vraiment à penser à une préparation si vous en sentez l'envie, bien sûr, ou à vous informer, à lire aussi. Il y a plein, dont parlait des associations. Oui. Il y a la Leche League, moi, sur lequel j'ai trouvé beaucoup de sources d'informations, même de livres, hyper bien faits sur l'allaitement, et qui m'avaient permis de mieux comprendre ce vaste sujet. Quand on vient pas de ce milieu, c'est... Ils ont un site internet qui est super bien fait aussi, donc moi j'invite souvent les mamans quand elles ont une question comme on fait sur internet, on met la question qu'on a et puis après de mettre LLL, et en général on tombe sur le site de la Leche League. LLL pour Leche League. Pour Leche League, voilà.
Et ça, c'est intéressant. Il y a l'or blanc en Savoie. Hein, voilà, j'espère que j'oublierai personne. Moi, je connais plus le groupe allaitement de Savoie puisque j'en fais partie et j'ai été présidente quelque temps, qui également va proposer aux mamans dans différents lieux sur la Savoie des ateliers, des rencontres, soit avec des thèmes, soit toutes les mamans, qu'elles soient enceintes, qu'elles soient en train d'allaiter, les papas bien sûr, les nounous, toutes les personnes qui veulent, c'est ouvert à tous. Et il y a plusieurs lieux sur Chambéry, à Barbie, en Chautagne, dans les Bauges, là, depuis quelques temps. Donc, il y a le site internet du groupe allaitement où toutes les réunions sont expliquées. Groupe allaitement, c'est au niveau national aussi? Non, groupe allaitement, c'est Savoie. Voilà, okay. Dans la Lecce League, c'est pour ça que je parle plus de celui-ci. Au niveau national. Mais même international, la Lecce League. Oui, exact. Mais, Lecce, donc voilà, Lecce. Ouais. Donc, du coup, oui. Ligue du lait. Ok, très intéressant. Et du coup, dans les groupes allaitement, moi, j'avais trouvé aussi... ce réseau un peu qu'on peut avoir. Parfois, on n'a pas toujours des personnes dans notre entourage qui ont allaité ou qui allaitent. Et il y a vraiment aussi de trouver une communauté au travers des groupes. Tout à fait. Quand je suis rentrée au groupe allaitement, il y avait tout un groupe de mamans qui avaient eu des bébés au mois de novembre. Là, ça va être les anniversaires. Et elles se sont vraiment liées. Et elles sont encore... copines, amies même, je pense. Enfin voilà, ça permet de rencontrer d'autres personnes dans la même situation ou dans une future situation. Et puis, on aime bien aussi avoir des mamans qui ont allaité un premier, un deuxième enfant et qui peuvent expliquer leur parcours. Ouais, partager. Je trouve que d'entendre l'aspect groupe, communauté dans ce parcours de toute la maternité, il est très précieux. Parce que comme tu disais, parfois on peut rencontrer une personne qui est quelques mois devant nous et l'expérience qu'elle partage, elle nous prépare aussi. Et ça me fait rebondir ce côté de préparation. Moi, c'est de cette manière que j'avais aussi beaucoup entendu parler. Et ça, je crois que c'est très important de le notifier, de ces fameux pics de croissance. Voilà. Ça, c'est aussi des choses... vous devez connaître si vous vous lancez dans l'aventure de l'allaitement parce que moi, il y a eu vraiment ces pics, ils m'ont marqué profondément et si j'en avais pas entendu parler avant, j'aurais été complètement désemparée de mais qu'est-ce qui se passe avec mon bébé en fait? Est-ce que ça va être toute la vie comme ça? Oui. Maintenant, on parle plus de jour de pointe. Jour de pointe, okay. Parce que des fois, c'est un pic de croissance chez l'enfant et très régulièrement aussi, ça peut être... une transformation du lait chez la maman. Au début, le premier jour de la première tétée, c'est d'ailleurs du colostrum, c'est des quantités qui sont vraiment toutes petites. Mais ça suffit au bébé pour tapisser. Le colostrum, c'est hyper important. Ça va tapisser de la bouche, tout le système digestif, de plein d'immunité. Enfin bref, le colostrum... c'est très très riche aussi. C'est pas très... calorique non plus, mais c'est quelque chose qui est très riche en immunité, en oligo-éléments. Enfin, ça, en tout cas, ça suffit. Il y avait une grande partie, alors c'était très surprenant, mais j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, sur le côté que c'était comme le sang, il y a beaucoup de choses au niveau globules, au niveau du sang, enfin c'était quelque chose... c'est vraiment la première chose que le bébé doit avoir, c'est pour ça que même une maman qui ne souhaite pas allaiter, on va l'accompagner et lui expliquer pourquoi la tétée d'accueil, au moins la première tétée, est importante. Puis de temps en temps, on en a qui, du coup, trouvent ça trop génial, donc qui continuent à allaiter, donc c'est top. Mais voilà, c'est vraiment la première chose que le bébé a. Et s'il a accès au colostrum régulièrement, souvent, ça suffit pour qu'il perde pas trop de poids et jusqu'à la montée de lait. Donc c'est un aliment vraiment très intéressant et qui permet vraiment que l'enfant ait tout ce qu'il lui faut et commencer dans la vie avec les bonnes, un bon début, quoi. Ça c'est super important. Au niveau digestif, parce que l'intestin c'est quand même le système immunitaire et que du coup là ça vient ensemencer entre guillemets. Exactement. Ça tapisse, moi je dis, ça tapisse de bonnes choses, même de la bouche jusqu'à...
vraiment tout le système digestif, donc c'est super intéressant. Et ce colostrum, il est là jusqu'à la montée de lait. Hein, qui intervient à peu près quand, du coup ? Entre 48 heures et 72 heures. Des fois, ça peut être un peu retardé selon l'accouchement, quand il y a une césarienne. Bon, certaines pathologies de la maman peuvent retarder un petit peu. Mais voilà, d'où l'intérêt de mettre beaucoup son bébé en peau à peau, beaucoup son bébé au sein pour l'avoir le plus contre soi. On porte son bébé 9 mois, des fois un petit peu moins. C'est pas pour rien et on le porte. Et c'est vrai qu'on va pas nous dire quand on porte notre bébé, il est trop attaché à toi parce qu'il est dans le ventre. Par contre, on a quand même vachement d'informations après dont le bébé, il faut qu'il soit dans son couffin, il faut qu'il soit dans sa chambre. Bon, moins quand même, j'ai l'impression, chez les jeunes. Ça commence, ouais. On parle de plus en plus de peau à peau, de portage. Voilà. Donc, souvent, on parle peut-être même d'un trimestre supplémentaire c'est pas de grossesse, mais après la naissance, où le bébé, il a besoin de continuer ce lien avec sa maman. Il était porté dans le ventre, il peut être porté, et plus il est contre le cœur, contre la peau de maman, mieux c'est. Et plus on fait ça, plus on va voir que ces fameux signes d'éveil qu'on peut des fois louper ou pas faire attention quand l'enfant est dans son cosy ou dans son couffin, là on va plus facilement les voir. Tout ça pour dire que si le bébé tète régulièrement, il permet de faire augmenter la lactation, et ces fameux pics jours de pointe, c'est souvent pour augmenter aussi la quantité de lait, parce qu'au début c'est des toutes petites quantités et au bout d'un moment il faut que le bébé il ait une quantité de lait pour le faire bien grandir, et on sait qu'au bout de à peu près un mois et demi, la maman calibre à une certaine quantité, et cette quantité-là va rester à peu près la même tout le long de l'allaitement. Mais forcément, un bébé qui a 1 mois, il n'a pas les mêmes besoins qu'un bébé qui a 6 mois. Donc, le lait, il s'est transformé, il s'est adapté. Moi, pour rigoler, je dis souvent aux mamans, si vous avez une fille, vous faites un lait rose. Si vous avez un petit garçon, vous faites un lait bleu. Alors, c'est pas du tout à la mode, parce que c'est très stigmatisé, fille, garçon, et voilà. Mais ça parle. Oui. C'est-à-dire on peut avoir un petit garçon si on avait une fille avec le même conjoint au même terme, le lait serait différent, parce qu'il est vraiment adapté à notre bébé, aux besoins. Il change entre le début de la tétée et la fin de la tétée, il change entre le matin et le soir, d'un jour à l'autre, et il évolue, d'où ces pics. On va revenir quand même sur les jours de pointe, je me suis un peu... Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, l'évolution, on ne connaît pas à quel point, justement, et c'est pour ça que c'est impossible à mimer ça dans n'importe quel lait, aussi bon qu'il soit, que le lait qu'on fabrique pour un bébé sur mesure, à la demande, et vraiment dans les besoins de votre enfant à ce moment-là. Et je trouve ça magnifique que notre corps, sans l'intervention de notre mental, vraiment de reconnecter à ça en tant que femme, de se dire en fait, ayez confiance en votre corps, il est juste magique, il est juste dans tous ces moments, je trouve... 9 mois pour faire un bébé sans aucune intervention de notre part. Notre mental, il n'interagit plus. Il n'a pas besoin de ça pour que ça se fasse. C'est pareil pour l'allaitement, et c'est quand même assez incroyable. Et écouter son intuition pour l'allaitement comme pour la grossesse, c'est hyper important. Et je trouve qu'on a un peu trop... on médicalise beaucoup maintenant, et puis surtout... Même pour l'allaitement, on parle d'inné, pas inné. Il y en a qui disent c'est pas inné, il y en a qui veulent absolument qu'on revienne sur si l'allaitement est inné. Je pense qu'on a transformé cette partie innée avec faut que le bébé soit positionné comme ci, comme ça, il faut changer les positions, Voilà, je pense qu'il faut aussi s'écouter, laisser faire le bébé aussi. Un bébé, quand il naît, si on le met sur le ventre de sa maman, il va d'abord pleurer, puis sûrement s'apaiser, et puis au bout d'un moment, si on le laisse faire, il est capable de remonter vers le sein quand même. Parce que, je parle d'une cible, c'est pour avoir des images, c'est un peu... Ah, mais ça m'avait bien parlé, je sais de ce que tu vas dire, voilà, c'est important de le la dire. Cible... L'aréole de la maman qui, pendant la grossesse, peut s'écarter un petit peu, peut foncer, donc cible visuelle, parce que le bébé a quand même une vision très, très courte, et puis une cible odorante avec ces fameuses petits boutons qui peuvent pousser sur le sein, qui s'appelle la glande de Montgomery, qui va sécréter un liquide qui a l'odeur du placenta. Donc le bébé est amené... Donc voilà, et ça, l'intuition, tout ça. Ça, je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux. J'ai appris ça, qu'autour du mamelon, il y avait ces petites glandes qui apparaissent pendant la grossesse aussi. Moi, j'avais été surprise de cette... Alors déjà, il y a le ventre, mais de ce changement de ma poitrine au niveau, ça se fonce aussi.
Oui, voilà, ça se fonce, c'est ça. C'est pour ça que je dis cible visuelle et cible parce que ça devient odor. Très foncé. Enfin, oui. Et puis, quand j'ai appris que ça sécrétait quand même un liquide qui a l'odeur du placenta, je me suis dit, non, mais c'est quand même dingue. C'est dingue, ouais. C'est dingue. Enfin, c'est vraiment... Comme le lait rose et bleu, bon, oui. la cible. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peut-être revenir au côté naturel instinctif. Et écouter son instinct, écouter son intuition, ça, je pense que ça aide beaucoup. Être confortable, s'écouter, se faire confiance, voilà. Et puis avoir en tête, juste les signes qui doivent nous alerter, comme tu l'as dit tout à l'heure. Déjà, la douleur, ça doit être le premier signe. Et d'être à l'écoute de ça si on n'est pas à l'aise et qu'il se passe... ça me fait rebondir cette notion de douleur dans les autres choses dont on parlait, c'était aussi cette perte de poids. Donc j'aimerais bien qu'on parle un peu parce que souvent c'est un peu alertant et quand on donne le sein, parfois ça peut être plus ou moins impressionnant. Enfin voilà, et puis parfois décourager mon bébé, déjà savoir, on peut le dire aussi, le poser ici, que c'est tout à fait normal, physiologique. Après la naissance, il y a une petite perte, une petite chute de la courbe de poids. Oui, c'est physiologique. Après, qu'il y a une petite... le bébé, il était alimenté en permanence dans le ventre. Là, d'un coup, c'est à lui d'apprendre toutes ces nouvelles notions. Enfin, la respiration, se réchauffer, se refroidir peut-être. Enfin, voilà, il y a plein de nouvelles notions à acquérir. Et puis, se nourrir. Et puis, la tétée... Ça reste quelque chose de naturel, mais c'est une technique quand même que le bébé a besoin de trouver. Et c'est pour ça qu'on observe souvent une petite perte de poids physiologique chez le bébé. Et ça revient justement à ce que je disais tout à l'heure. Plus le bébé va être laissé sur le corps de sa maman, à la bonne adresse, proche du sein, avec bien sûr la surveillance de la maman par rapport à son bébé, plus la maman va avoir ses premiers signes, plus le bébé a accès au sein régulièrement, moins cette perte va s'opérer en fait. Enfin, voilà. Et puis après, les protocoles de maternité sont souvent, on parle de 10% du poids. À partir de 10% du poids, la situation médicale est réévaluée pour voir ce qui est mis en place. Mais il est normal de perdre un peu de poids après la naissance par rapport à toutes ces nouvelles acquisitions que le bébé a. Et voilà, donc plus il est mis au sein, moins on a de problématiques par rapport à ça. Mais il ne faut pas hésiter à le faire, le mettre au sein, en peau à peau, pour voir ses premiers signes d'éveil et ne pas les louper. Parce que des fois, quand on a plein de visites dans la chambre, je crois que maintenant c'est un peu plus réglementé, mais voilà, le bébé peut aussi se mettre un petit peu en économie, pas trop montrer de signes, ou alors on va les louper en tant que maman parce que le bébé est un peu... pas tout à fait assez proche de nous, quoi. Enfin, bien sûr. Et ça me fait penser aussi à ce que tu en dis, cet accompagnement dans la lactation, à pas hésiter toujours dans les accompagnements, même quand on va voir son pédiatre et tout, à s'assurer que ce soit une personne qui est... en tout cas, moi j'ai déjà entendu ça, des mamans qui revenaient un peu... inquiète parce que le bébé n'avait pas pris assez de poids, pourtant il en prend, mais en effet quand c'est un bébé allaité ou un bébé au biberon, moi je l'ai vu pour mes 2 enfants, la courbe de croissance elle n'est pas tout à fait toujours la même, j'ai l'impression. C'est un point qui va être un peu délicat parce qu'en effet on peut avoir un bébé qui prend pas trop mal de poids et puis qui va pas super bien, et puis inversement un bébé qui prend pas beaucoup de poids et puis finalement va bien, quoi, il est tonique, il est bien, il a les bonnes couleurs. Ça sera plus la partie médicale que le médecin, que le pédiatre, que la sage-femme va faire attention et puis de trouver quelle situation, en tout cas un bébé qui prend pas beaucoup de poids, on le remet en peau à peau, on essaye de stimuler la poitrine. Ça fait partie des moments de consultation. En lactation. D'une consultante en lactation ou de quelqu'un spécialisé. D'accord. Et d'ailleurs, dans toi, quels sont les cas les plus fréquents que tu rencontres en consultation, les motifs de consultation les plus fréquents? Alors, je crois que le plus fréquent, ça va être
la reprise du travail. Je pense que c'est vraiment ça. Vaste sujet. Je crois que ça mériterait un épisode à part entière. entière. Oui, voilà, tout à fait. Puis, et c'est le fait aussi que j'accompagne les mamans dans la location du tire-lait. Donc, beaucoup vont venir louer un tire-lait pour une reprise d'activité. Je pense que c'est... Après, je fais plein de choses, en fait. Donc, c'est pour ça que je pensais à ça un petit peu plus. Après avoir vu un médecin ou une sage-femme peser son bébé, en effet, si la prise de poids est pas très bonne, je vais les voir moi pour les conseils, pour revoir la position. Et puis oui, quand même, certaines douleurs, quoi. Enfin, voilà. Les crevasses, voilà. Ouais, en fait, non, la douleur peut-être qui va prendre le dessus sur la reprise d'activité, finalement, en réfléchissant. Mais voilà, donc justement, quand une maman... Mais c'est là que je dis aux mamans, consultez, si la personne la sage-femme est consultée quand il y a des douleurs en sortant de maternité. C'est intéressant vraiment ce que tu dis, ce côté-là. N'hésitez pas à consulter. Il y a pas, je pense que il n'y a pas de consultation inutile ou trop. On apprend toujours quelque chose. J'ai l'impression. Et parfois, une toute petite douleur ou quoi, un inconfort, voilà, c'est bien de faire en amont. Et moi, j'ai déjà vu beaucoup de femmes attendre que y ait des crevasses importantes, être dans la douleur, essayer de s'en sortir un peu par elles-mêmes. Et en se disant, justement, c'est normal, ça se met en place. Voilà, avec cette notion de la douleur, elle peut être physiologique, puis à un moment, ça va... En fait, non, on n'est pas du tout dans la physiologie à partir du moment où on rentre dans la douleur, quoi. Donc, il y a sûrement quelque chose, et il y a besoin de regarder, il y a besoin d'observer. Nous, en tant que consultants en lactation, on est dans l'observation, en fait, plus que dans la partie médicale, d'ailleurs. Moi, en tout cas, c'est pas du tout mon domaine, puisque je suis pas professionnelle de santé à côté de ma certification de consultante en lactation. Mais voilà, c'est de pouvoir trouver ce qui se passe. Ça peut être plein de choses, hein. Je pourrais te faire une liste, on va pas faire la liste, mais il y a plein de choses à regarder, à observer. En général, la première chose, c'est déjà de valider, de vérifier la position ou de transformer la position et de trouver une position qui va être moins douloureuse, voire plus du tout douloureuse. Est-ce que c'est important, selon toi, de toujours varier les positions ou tu peux très bien avoir un bébé? Moi, je me souviens de cette pression un peu comme s'il fallait que ton bébé fasse tout le tour de ton mamelon, qui sollicite toutes les parties, tu vois. On m'avait montré un schéma avec les différents... comment c'était fait à l'intérieur du sein, les différents canaux de lactation. Mais moi, j'étais trop bien installée dans mon canapé avec mon bébé sur mon coussin d'allaitement, parfois allongé à faire la sieste, et puis j'avais pas du tout envie de changer de position. Voilà. Moi, maintenant, quand je prépare avec une maman, l'allaitement, je lui parle pas de toutes ces différentes positions, ballon de rugby, c'est Madone, allongé, toute califourchon, voilà. D'ailleurs, tu vois, j'en ai oublié, je pense. Je parle de confort de la mère et de l'observation du bébé, de la façon dont il a envie de se positionner. Et s'il y a une position, et changer les positions, ça va être bien si la position que la maman fait, ne lui convient pas, lui fait mal. Là, oui, on va changer. Mais dès qu'on en trouve une qui va bien, qui lui fait pas mal, on va maintenir cette position. Un bébé, s'il tète bien, il n'a pas besoin de tourner autour du mamelon. On parle souvent le bébé vide mieux le sein avec la lèvre du bas. Oui, en effet, physiologiquement, il y a quelque chose comme ça. Mais si la maman n'a pas mal, ça veut dire que le bébé, et qu'il est efficace, parce que des fois, il y a des mamans qui ont pas mal, mais le bébé, il tète pas, donc forcément, là, mais que le bébé est efficace, qui vide le sein, qui prend bien son poids, que ses couches sont bien mouillées, bref, on vérifie tout ça, il n'y a pas besoin de faire changer la position. Et c'est vrai que moi, je vais parler de confort de la maman et plutôt de la physiologie, et puis d'observer quand son bébé est là, de le positionner ventre contre ventre, et après on va réadapter avec des positions bien particulières quand on est amené à gérer quelque chose de particulier. Un bébé qui a un torticolis, un bébé qui va avoir au niveau des hanches. Le lange, j'ai un trou. Les hanches, tu veux dire? Là, on va trouver des choses qui vont pouvoir l'aider. Les freins de langue aussi. Les freins de langue, très important, parce que moi, je l'ai vécu avec ma deuxième.
J'ai allaité longtemps les premiers mois allongée du coup, en position allongée, parce que c'était la position où elle le prenait bien. Et ça lui convenait, voilà. Ça convenait comme ça. Peut-être que pour une autre maman, ce sera une autre, mais on sait qu'il y a des choses à adapter, en effet. En fonction des problématiques en fonction des problématiques. Justement, Ouais. ce matin, j'ai vu une maman qui m'a dit « Je viens vous consulter parce que mon bébé, on m'a dit qu'il devait prendre toute l'aréole et regarder quand... » Enfin, elle m'expliquait avant que je regarde. Elle me dit « Mais mon bébé, il prend pas toute l'aréole. » Je commence à lui poser des questions. Et quand je l'ai installée avec son bébé et qu'elle a... que j'ai vu sa poitrine, eh ben, elle avait une aréole très large. Ça, c'est la morphologie, petite aréole. D'ailleurs, on verra sur petit sein, gros sein, beaucoup d'allaitement, voilà. Faut qu'on en parle. Beaucoup de lait, pas beaucoup voilà, de lait. Non, mais alors, fausse idée. Mythe. Voilà. Et en fait, elle avait une aréole très, très large. Donc, forcément, et un bébé de quelques jours, bah, voilà, son bébé, il n'allait pas attraper. Et on lui avait dit ça, elle était restée là-dessus. Et c'était pas faux, en plus, hein. À ce moment-là, enfin, voilà, il y a des... Mais bon, selon la taille de l'aréole, ben, le bébé, une maman qui avait une poitrine très généreuse, le bébé, il peut pas lui prendre toute son aréole, quoi. Enfin, voilà, donc c'est à adapter et chaque sein est différent. Je vois des seins tous les jours, je peux pas dire, bah tiens, telle maman, elle a le même sein que telle maman. Le sein est tellement différent. Voilà, je suis même pas sûre qu'une de vraies jumelles auraient la même poitrine, j'en sais rien, je me trompe peut-être, mais bon, j'ai jamais vu de jumelles allaiter en même temps. Mais enfin voilà, chaque femme est différente, chaque morphologie, et ça aussi, on va aussi adapter la position peut-être du bébé. Mais la première chose, c'est la position de la maman, le confort du bébé, et d'essayer de maintenir ce lien avec maman, avec un ventre contre ventre. Mais c'est pareil, on peut pas dire nombril contre nombril selon la morphologie de la maman. La tienne et la mienne ne sont pas les mêmes. Donc, et c'est intéressant ce que tu parles de morphologie, ça me fait rebondir à cette idée. Déjà, on entend beaucoup. Moi, je l'ai entendu dans la génération plus de ma mère et tout. Non, moi, j'ai pas allaité, j'avais pas de lait. Et moi, j'avais une trop petite poitrine, j'aurais jamais eu de lait. Enfin, il y a un vrai mythe autour de ça. Et bon, bah, moi, j'ai pas une poitrine hyper abondante et j'ai allaité largement mes 2 enfants. Donc, il y a toute cette adaptation et ça a rien à voir, en fait. On est d'accord, il n'y a pas de... Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas de réservoir. Voilà. Donc il y a un peu de, on parle quand même un peu de réserve. Il y a enfin voilà, on sent quand même que le sein peut être des fois à certains moments, le sein peut être bien plein, donc forcément il est bien stocké quelque part ce lait, mais voilà. Mais surtout au début, les premières semaines, le sein se remplit, le bébé vide, le sein se remplit, et au bout d'un moment, en effet, quand on est avancé dans son allaitement, c'est au moment où il y a une stimulation via son bébé que le lait arrive. Et heureusement, parce qu'une maman comme toi qui a allaité plusieurs années, si toutes les 2 heures tu avais eu les seins très pleins, pour reprendre ton activité, avoir une vie, c'est un peu plus compliqué. C'est intéressant. Comment ça s'appelle ce changement ? J'ai déjà entendu parler, je le connaissais pas. Il y a c'est pas un truc autonome ou... c'est une lactation induite par la stimulation, mais c'est autocrine. Voilà, autocrine. C'est lactation autocrine. Donc la lactation autocrine, c'est vraiment quand le bébé stimule le sein. Voilà, le bébé est mis au sein, les seins peuvent paraître mou, souple, voilà. Et le bébé, il vient faire sa stimulation, et puis il fait venir, on dit la montée de lait, quoi, en fait, voilà. Et et le lait arrive, et il boit à sa faim. Et ça, est-ce que ça s'arrête à un moment ? Je me suis posé la question, tu vois, moi, avec ma fille qui allaite encore, donc 6 ans d'allaitement, tu vois. Je me suis dit, est-ce qu'un jour, il n'y aura plus jamais de lait pour, admettons, dans 1 an, elle arrête ? Tu vois, je me suis posé ce genre de questions. Normalement, tant qu'elle stimule, t'auras du lait tout le temps. T'as du lait. Après, si tu la fais pas téter quand même pendant plusieurs jours, alors... Vu ton temps d'allaitement, ça va peut-être être plus long. Enfin, voilà. mais voilà, après... il y a des mamans qui disent qu'on fait des allaitements longs et qui disent moi quand même quand j'appuie il peut avoir du lait longtemps. Encore. Mais c'est pas gênant, enfin voilà, ça les handicape pas. Ok, c'est intéressant. Et donc il y a vraiment, est-ce que c'est possible des mamans qui parce qu'il y a cette peur un peu quand est-ce que je vais avoir du lait? Et c'est une peur et c'est une question que j'ai régulièrement justement en prénatal.
Et oui, on a du lait si on met son bébé au sein. Enfin voilà, c'est le bébé, s'il tète, il y a du lait qui va se recréer. Et c'est là qu'il ne faut pas se louper sur le nombre. On peut manquer de lait, mais en tout cas, le lait, il va venir à condition qu'on stimule et que le bébé soit efficace au sein et qu'il vide régulièrement le sein. Manquer de lait, tu veux dire. Et ça, en général, est-ce que ça peut être lié à l'alimentation, à l'état de fatigue de la maman? Il y a plein de facteurs, je suppose. Il y a plein de facteurs. L'alimentation, non, parce que voilà, on est en Europe, quoi. Enfin voilà. Donc on peut aussi mal manger, ou pas assez boire. Ça aussi, c'est une fausse idée quand même de l'allaitement. C'est pas parce qu'il y a plein de mamans qui j'ai plus de lait, mais c'est normal. Il y a 2 jours, j'ai pas assez bu. Non, le corps, il va puiser dans les réserves. Alors oui, c'est intéressant de bien boire parce que du coup, ça te donne envie de boire. C'est intéressant de bien boire pour être bien hydraté. Quand on est bien hydraté, le corps fonctionne mieux. Bon, c'est ton domaine. C'est mon dada, le truc. Voilà, donc tout ça. De façon générale. Bien sûr, donc c'est bien d'être bien hydraté, c'est bien d'être nourri, équilibré, ça c'est sûr, mais voilà, le corps, il va chercher ce qu'il a besoin pour créer le lait. Je donne souvent l'exemple, si vous mangez une caisse d'orange, votre lait, il va pas être survitaminé, parce que du coup, le corps, il va prendre les vitamines qu'il lui faut, ce qu'il a besoin dans l'orange, c'est intéressant, et puis tout le reste, ça va être éliminé par vos urines, c'est pas en plus dans le lait, donc voilà. Confiance justement dans cette notion de, voilà, le corps, il sait très bien faire en fonction des besoins. Mais ce que tu dis, moi, ça me fait rebondir quand même sur quelque chose. Je me souviens en naturopathie de certains cours en nutrition et tout, notre prof, elle nous disait, votre bébé, il prend tout ce dont il a besoin, non seulement pendant la grossesse, mais aussi pendant l'allaitement. Donc aussi, mesdames, pensez quand même à bien vous nourrir et tout, parce que vous pouvez vous retrouver en carence, mais vous inquiétez pas, la survie de l'espèce prime surtout. Vous allez être pillé et lui, il ira très bien. Donc aussi, pensez au bien-être. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du 4e trimestre, du postpartum, ce fameux trimestre d'or, et de prendre soin aussi de cette maman par ce biais-là, parce qu'une maman qui va bien, c'est un bébé qui va bien. Donc d'être dans cette... Donc oui, c'est pour ça qu'une maman qui est plus stressée, mais bon, le stress c'est naturel aussi. Elle peut pas ne pas être stressée quand il y a une problématique particulière sur son bébé, mais voilà, d'avoir des petites techniques de sécrétion d'ocytocine, le massage. Bon, moi je fais de la sophrologie, de la sophro, mais ça peut être d'autres. Toi c'est le yoga. Enfin voilà, il y a plein de choses. D'essayer d'être bien le mieux possible. Et puis souvent ils m'ont dit bah oui, j'ai pas assez de lait parce que je suis trop stressée, parce que ceci, parce que cela. Et moi je dis mais regardez dehors, là il y a le ciel bleu, il y a le soleil, ça vous évoque du positif. Et bah là il y a de l'ocytocine qui se crée. Et ça souvent on l'oublie, on a trop tendance à focaliser sur le négatif. Il y a plein de choses positives. Rien que de regarder son bébé, le mettre en peau, c'est top, mais le mettre à la bonne adresse sur le sein, sur sa peau, de l'avoir contre soi, de le porter, de regarder son conjoint dont on est trop amoureuse. Enfin voilà, tout ça, ça crée des choses positives et c'est important d'avoir ça. Et la bonne sécrétion d'ocytocine. Voilà, la bonne sécrétion et voilà, le lait va manquer si le bébé ne tète pas suffisamment et ne tète pas toujours correctement aussi. Voilà, c'est là où on va mettre pareil, là c'est un motif de consultation où on va mettre en place des choses pour justement booster la lactation. Une maman qui a un bébé prématuré qui peut pas être mis au sein, elle va lancer son allaitement dit mécaniquement avec le tire-lait, mais elle peut lancer une lactation complète sans son bébé non plus. Donc ça, voilà, c'est important ce que tu dis, parce que je trouve que on se prépare jamais à avoir un prématuré. Comme la césarienne, c'est pas toujours, pas jamais, mais voilà, rarement, c'est pas un truc qu'on rêve en fait. Et du coup, quels sont tes 2-3... déjà, voilà, est-ce qu'on peut allaiter en ayant une césarienne aujourd'hui? Est-ce qu'un bébé qui arrive au service néonat, tu conseillerais quoi à la maman pour si vraiment son projet c'est d'allaiter et qu'elle y tient? C'est vrai que c'est un sujet, voilà, des sujets
qu'on va traiter en prénatal. Et comme tu dis, plein de mamans, alors des fois elles vont pas enregistrer non plus cette partie-là, parce que voilà, on se prépare pas, on n'a pas envie, on occulte le truc. D'entendre ça. Mais voilà, une maman qui a une césarienne, eh ben c'est sûr que si c'est programmé et qu'elle peut demander au personnel est-ce qu'il est possible d'avoir son bébé, ça c'est le top, mais c'est pas tout le temps possible, parce que des fois la salle de réveil est commune, la salle de réveil est froide. Enfin bref, il y a peut-être d'autres choses. Après, c'est moins mon domaine, mais voilà, si c'est possible, c'est que mieux. Sinon, en général, le bébé va faire le pot à pot avec le papa, donc c'est très bien. Le bébé, en tout cas, il va pas avoir de séparation et il va faire ce pot à pot. Enfin, séparation avec sa mère, oui, mais avec son papa, donc c'est intéressant. Pour l'attachement avec le père, c'est hyper fort. Donc là, par rapport au bébé, au papa, c'est bien. Et la maman, ce qu'elle peut faire, si bien sûr elle est en état, que c'est pas, enfin qu'elle peut, c'est déjà de masser ses seins en salle de réveil. Voilà, de savoir comment on peut stimuler, faire sortir du colostrum, l'expression du colostrum. C'est des petites choses qui sont, ça fait déjà une première stimulation. Et elles peuvent déjà faire ça en attendant de retrouver leur bébé et leur dire, bah oui, par contre, dès que vous retrouvez votre bébé, on déshabille le bébé s'il est habillé, on le met en pot à pot et on passe tout ce temps-là et on peut exprimer le colostrum à la main, le mettre sur les lèvres du bébé pour le stimuler jusqu'à la tétée, quoi. Et en néonate, j'avais entendu un conseil que je trouvais super bien et d'ailleurs que je trouve qu'il est bonne pour toutes les mamans parce que même en césarienne, d'emmener tu vois, on parle toujours de valise de la maternité, cette fameuse valise qu'on prépare, de mettre une petite cuillère ou quelque chose comme ça. Et je trouvais que c'était un super conseil. Oui, mieux que les crèmes ou les trucs anti-crevasses, par exemple, qui coûtent cher et qui n'ont pas voilà. Leur place ici, quoi. Place. Parce on va pas avoir des crevasses au bout de 2 jours à la maternité, parce qu'on sort au 3e jour. Bah on peut avoir une crevasse, des fois c'est rare, mais ça peut. Si, il y a des mamans qui vont décrire d'avoir une crevasse à la première tétée, donc là il y a eu une problématique tout de suite de position ou alors chez le bébé, enfin voilà, il peut y avoir quelque chose. Donc si ça peut. Les crevasses, elles peuvent être déjà. C'est rapide. Elles peuvent être très très rapides. En une tétée avec un mauvais positionnement, on peut déjà avoir une crevasse. Oh, ok. Et du coup, oui, je parlais de dans la valise, voilà. Ouais. Dans la valise, la petite cuillère, pourquoi pas, en effet. Souvent, ils peuvent en avoir. Après, c'est tellement très peu que des fois, c'est même une petite goutte qu'on va mettre sur le doigt propre et qu'on va venir tapisser. Parce que là, l'idée, ça serait d'éjecter. Donc, il faut déjà qu'on t'ait montré. Eh bien, déjà, c'est pour ça que ça se... Une maman qui va avoir une césarienne, ça peut être chouette qu'elle ait préparé son départ. Enfin, quand elle sait qu'elle va avoir une césarienne programmée, qu'elle puisse préparer cet allaitement et montrer, apprendre, expérimenter comment on éjecte un peu le colostrum, après son lait. Mais... Et moi j'en parle de ça parce que ça peut arriver qu'une maman, forcément ça se finit souvent non, ça c'est à effacer, ça peut se finir en césarienne et du coup quand il y a la séparation avec le bébé, il y a des petites choses à faire sur la poitrine et voilà, masser les seins, essayer d'exprimer du colostrum. Pareil quand on a un bébé qui est un petit peu trop assommé par la médicalisation de l'accouchement, par un accouchement peut-être un peu chahutant, c'est beau. Du coup, c'est le pot à pot qui va stimuler le bébé. Le pot à pot stimule l'ocytocine et l'expression du colostrum va permettre aussi de stimuler le bébé. C'est bien mieux que de dire allez, on va séparer le bébé de sa maman en lui changeant la couche, on va le frotter, le gratter. Voilà, le mieux c'est de déshabiller le bébé s'il a été rhabillé, bien sûr avec toutes les précautions qui vont avec, de bien mettre une couverture par-dessus pour pas que le bébé a plus chaud contre sa maman tout nu avec une maman qui n'a pas froid et avec une couverture au niveau sécurité, au niveau jusqu'à ses épaules, qui vient bien sûr pas couvrir la tête et le visage, que quand il est emmitouflé dans un body, un pyjama, une turbulette. Une maman est capable de réchauffer son bébé comme de refroidir son bébé quand il a de la température. Donc c'est quand même de réguler, à condition qu'elle n'ait pas froid. Et au niveau néonat, est-ce qu'il y a des possibilités, tu as déjà accompagné des mamans, parfois ça peut être
un peu une grande déception, déjà t'as le côté prématuré auquel on n'est pas prêt. Ça fera vraiment l'objet d'un épisode, ça aussi, parce que je trouve qu'on en parle très peu. Et même moi personnellement aujourd'hui, si j'avais un troisième enfant, ça serait une grande découverte. Ouais, la ce milieu. Mais voilà, quel conseil tu donnerais à une maman pour qu'elle ait ça un peu dans ses outils de voilà, mon bébé il est prématuré mais j'ai super envie d'allaiter, qu'est-ce que je peux faire en fait? Eh ben, tout dépend du degré oui, bien sûr, de prématurité de son bébé, parce qu'une maman qui a son bébé qui peut être sortie de la couveuse, d'ailleurs ça va être proposé, elle va faire du pot à pot. Donc voilà, donc c'est quand même, on est à un niveau quand même intéressant. Une maman qui n'a pas du tout son bébé, en fait là où on va l'accompagner, c'est dans le côté comment tirer son lait pour que ce soit efficace et qu'elle puisse tout de suite avoir une quantité, rapidement avoir une quantité de lait suffisante, voire même souvent, selon le degré encore de préma du bébé, supplémentaire à ce que le bébé a besoin, quoi. Enfin voilà, pour que du coup, s'il avait tété, elle en serait là, comme on va créer les choses pour qu'elle, comme un bébé qui arrive à terme, et il faut qu'elle soit un petit peu au-dessus. Donc c'est plus l'accompagnement dans regarder comment elle tire son lait. Il y a une technique pour augmenter ce qui s'appelle la technique de Morton. Donc ça, c'est pareil, ça s'accompagne, ça s'explique pour pouvoir tirer son lait, pas dans un temps trop long et beaucoup plus efficacement on devrait que juste ça. Ouais. Technique de Morton, jamais entendu. Ça fonctionne comment? C'est une technique de différentes massages et stimulation du sein par le massage, justement. Le massage va sécréter l'ocytocine. Le tire-lait en double pompage, on sait que quand on tire les deux seins en même temps, on a plus de lait, ça stimule, c'est plus efficace. Et puis après, le massage à différents moments, l'expression manuelle du lait ou du colostrum après du lait. Donc ça, c'est pareil, c'est une technique qui se fait pas on part pas du haut du sein et jusqu'au mamelon, comme on aurait, comme beaucoup de mamans. Apparemment, même la vache, c'est pas comme ça, mais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai fait de la mine, mais donc voilà, c'est pas vraiment ça non plus. Ouais, donc il faut vraiment réapprendre cette technique. Donc du coup, en expression manuelle, on simule pas que pareil qu'en double pompage. Et après, il y a une session aussi du tire-lait simple pompage avec la compression. Donc ça s'apprend. Enfin voilà. Ah oui, c'est une vraie méthode. C'est une vraie méthode et voilà, ça pourrait être enseigné à la maman pour qu'elle soit efficace dans un tirage moins long que des fois. On met pas une demi-heure pour tirer son lait. Ah, super. Donc voilà, et puis tirer régulièrement, dont la nuit, pour arriver à augmenter les quantités. Et puis après, le bien-être, quoi. Enfin voilà, le bien-être autour de tout ça, c'est super important. Parce qu'une maman qui tire son lait et qui dit avoir super mal, si elle appréhende déjà une demi-heure avant de tirer son lait, elle va retarder, elle sera pas bien. Et là, on n'est pas du tout dans l'ocytocine et l'éjection du lait. Oui, bien sûr. Donc pareil, d'être bien accompagné dans le choix de son tire-lait, quoi. On n'a pas toutes les mêmes morphologies et là, vraiment adapter, se faire conseiller quel type... Vous avez toutes les possibilités. Il y a des tire-laits plus ou moins efficaces et il y a des tire-laits vraiment spécifiques pour justement les prémas, pour les jumeaux. On ne va pas donner la même chose qu'une maman qui a un bébé qui tète super bien et qui fait du tirage occasionnel. Vaste sujet aussi des jumeaux parce que... moi, j'ai vu là une amie proche juste allaiter ses jumeaux. Ils ont 6 mois et c'est trop beau, quoi. C'est chouette. C'est possible aussi. Tout est possible si on en a envie. Et juste, n'hésitez pas à aller chercher l'information, à regarder, à ouvrir aussi le champ des possibles. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à ce niveau-là, peut-être plus, peut-être moins, mais juste se renseigner sur ce sujet parce que parfois, on peut avoir aussi... l'effet, trop d'informations, comme on disait, même dans les positions, vouloir trop bien faire. Et parfois aussi, avoir cette notion de se dire, c'est naturel, tout va aller très bien, et puis être un peu déçu, être un peu désarçonné quand on a des problématiques. Donc d'avoir au moins un minimum d'éléments pour rebondir et puis découvrir tout. C'est un univers, en fait. Ça... S'entourer de personnes en qui on a confiance.
Ça, c'est important. Avoir dans son téléphone le numéro d'une consultante en lactation. Et d'une association. Parce que voilà, parce que des fois, la consultante, c'est son travail. Enfin voilà, moi, c'est mon travail. Et les mamans bénévoles dans une association vont être peut-être disponibles à d'autres moments. Et je en parle tout le temps. Bien sûr, quand elles me voient, elles ont mon numéro. Mais je leur dis, si je ne suis pas disponible, souvent, il faut avoir une réponse rapidement. Il ne faut pas attendre... plusieurs jours, ou deux, parfois c'est énorme. Voilà, ça peut être trop pour certaines mamans. Bon, des fois, ça peut être aussi, ça fait passer le truc aussi, mais bon, enfin voilà, c'est important d'avoir une réponse et rien que de pouvoir discuter, parce que oui, si moi j'ai la maman au téléphone, que si elles appellent une des associations, on n'observe pas la tétée, enfin voilà, c'est pas, mais ça peut voilà, donner 2-3 mots, peut-être juste être écouté, ça peut déjà être énorme. Être écouté, être entendu. Ne pas se sentir seul. Voilà, et ça crée de l'ocytocine, tout ça. Enfin, voilà. Et puis de rappeler des bases. Tiens, votre bébé, là, il est où? Il n'est pas contre vous? Mettez-le contre vous. Rien que ça. Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc oui, s'entourer. Et puis le soutien du papa ou du conjoint. Très important. Très important, qui a un rôle énorme dans l'allaitement. Première aide à l'allaitement, d'un allaitement serein, et c'est le soutien du père. Moi, je me souviens, mon mari, j'ai trop soif, j'ai faim. Oui, voilà, c'est ça. Vous entendez les papas? Le poussin là-bas, là. C'est comme ça qu'on les investit. Voilà, ils sont très investis. C'est énorme. Moi, sans mon mari, jamais j'aurais allaité aussi longtemps. C'est un soutien vraiment très, très, très précieux. Le confort de la maman va vraiment aider pour l'allaitement. Et donc, le papa a complètement sa place de aider sa compagne à avoir un confort top. À mener cet allaitement. Un petit massage. Oui. Super, merci beaucoup Virginie Paré pour toutes ces précieuses informations. Merci Anaïs, c'était chouette. Ouais, c'était super sympa. Merci pour toutes ces belles, ces belles notions. J'ai appris plein de choses moi aussi. Et j'espère que vous toutes qui nous écoutez aussi. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci.